Voilà, bah écoutez, je crois qu'on va lancer le séminaire parce que là on est presque une trentaine, donc on va pouvoir lancer le séminaire. Bien donc bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire sur l'agronomie globale. Donc, nous organisons ce séminaire à l'occasion de la visite de 2 ans de Tamara Benari et de David Malkowski, donc tous deux chercheurs INRAE au CIRAD. Donc David et Tamara ont été accueillis formellement par le CIRAD dans le cadre du projet Silande. Donc voilà, le CIRAD et Silande sont un petit peu les deux parrains en fait de cette initiative qui ont financé les travaux que vous allez voir. Alors Tamara, elle, donc encadre donc la thèse de Mathilde qui va être présentée durant ce webinaire, et David va intervenir pour faire la conclusion générale de ce séminaire, sachant qu'il a effectivement il a aussi contribué à faire des travaux ainsi que Tamara. Donc on va faire un tour d'horizon donc non exhaustif des travaux qui ont été entrepris durant ces 2 années, donc les 2 années de la visite de David et Tamara au CIRED. Alors, c'est des travaux d'ailleurs qui ne concernent pas que l'unité CIRED, il y a on va dire une petite majorité d'unités de travaux CIRED, mais il y a aussi donc Damien Bellouin de l'unité Artis et Rotem Pedinger qui est de l'unité INRA AgroParisTech Ecopub. Alors, on va faire toutes les présentations à la suite, et donc on va prendre les questions à la fin en un seul bloc, donc à la fin du webinaire. Vous pouvez mettre des questions dans le chat. Et j'essaierai d'en prendre quelques-unes au moment de la discussion, peut-être même toutes, en fonction du nombre. Donc les présentations se feront en français, sauf celle de Rotem qui sera en anglais. Donc Rotem parle français, hein, mais c'est plus simple pour elle ici de s'exprimer en anglais. Et alors bon, je vous cache pas qu'on aurait préféré se faire ce webinaire en présentiel, comme on dit, à Paris ou à Montpellier. Ça aurait été plus simple et on aurait été un peu moins dépendant de la technique. Voilà, mais là les conditions le permettent pas vraiment, donc on s'est rabattu sur ce webinaire et on espère que ça sera bien, que ça sera intéressant pour tout le monde. 2 derniers points techniques, je vous demande de ne pas oublier de couper vos micros, et je vous signale aussi que donc le webinaire est enregistré et donc je mettrai la vidéo très prochainement à disposition sur le site du CIRAD et de Silande. Alors, je vais maintenant passer la main, donc je vais enlever mes slides et je vais passer la main maintenant à Rotem. Donc Rotem, si tu peux donc partager ton écran et si tu peux voilà, maintenant c'est à toi d'intervenir. Okay. C'est bon, Rotem, on voit bien ton écran. Okay. Parfait. So, hello. Today I'm going to present the project I did with Thierry and David. We saw the impacts of agricultural production on the global price of maize. So first I'll summarize it very quickly. The question we addressed in the paper are first, what would be the forecasting model that gives the best forecasting results relative to the maize price? And the second question was if exists any region which has more influence over the global price of maize through its production. In order to examine it, we used 3 machine learning models and 2 statistical models. One of them is the linear model, which was our benchmark, and the time series model that is called TBATS. The main results, we saw first that Northern America is a very strong negative over the global price of maize. Basically what it means that when it produces more, the price of maize will decrease, and the contrary. The second important result is that we saw that there is no one forecasting model which is the best. In fact, it means on the time we forecast.
Okay, so the data, we took the prices from the World Bank. So it was monthly prices of maize, and annual regional yield and production. We took it from FAO-Stat. We took it for 19 regions that were divided according to FAO for the years of 1961 to 2018. Okay, so now I'll present very briefly the regional maize production. We saw that Northern America is responsible to 35% of the global maize production. Next is Eastern Asia with 23%. And third is South America with 12%. All the rest is divided by all the other 16 regions. As for the export, again, Northern America has very high share of 34%. And with it is South America, also with 34%. Next is Eastern Europe, and again, all the 16 other regions divide between them only 10%. That basically means that the market is very concentrated. Okay, so for the methodology, the function we used is price. It's the P as a function of a relative change of production or yield. The price is also a relative change of month relative to last year. Okay, and now I present only two models. So basically the best models we got. So first is the GBM. It's a boosting algorithm of machine learning. It uses it's a decision tree method, and it uses replication. In fact, GBM creates many decision trees where each tree learns from the error of the one before it. So what it means is that when it gets more and more trees, the forecasting error becomes smaller, and that's what leads to a very powerful decision tree. Next is TBATS. So TBATS is an advanced time series model that is able to deal automatically with trend in the data, seasonality, and autocorrelations. In our case is the price. The figure in the slide, it shows on with the black dots is the observed price change. In fact, the red line is the mean forecast that we got, and for the blue lines, it's the 25% confidence level, and you see that it basically shows the forecasting horizons between 1 to 6 months. And as the red line becomes farther from the black dots, that means that our prediction is less accurate. What we saw is that TBATS gives very accurate results at first, but it becomes less and less precise with each month that we add for the forecasting horizon. It's important to note that unlike the other models, TBATS serves only for quantitative forecast, and for all the other models, we did quantitative forecast, but also classifications. That means whether the price will increase or decrease. Okay, so to validate the model, we use the 3 validation technique.
as I present only the quantification, the quantitative models, I present only one, and that we use the RMSE. The objective is clearly to minimize the forecasting error, and for this we use the cross-validation process, where in each step we removed the price of 1 year from the data and try to forecast it using the other observations. We replicated it 57 times, once for each year. Okay, so in this plot, we see the observed price versus the predicted price. The observed is the y-axis and the predicted are in the x-axis. As we see, random forest and GBM give better results than the other models. They both show a RMSE of 0.13. However, we saw that in terms of yield, we get slightly better results than with production. Here we see the relatively the same plot, but for TBATs. We see that for each month, the accuracy, the RMSE becomes bigger, and so after more than 2 months, what happened? After more than 2 months, the RMS TBATs becomes not better than what is going on? It becomes not better than random forest and GBM. So that means that for short time forecasting, we use TBATs, but for more than 2 months, we prefer to use the machine learning model. Here, I show only the results for GBM. So the left plot, it's the relative influence of all the regions according to the GBM. What it shows is that Northern America, it's only for Northern America, as it has the highest influence. So what we see is that for a small increase in the production of 6%, the global price of maize will decrease in 8%, and for even smaller decrease in the production, it's 5%. The global maize production, the global maize price will increase in 8%. That means that it has a negative correlation, but the correlation is even bigger when the change is negative with the production. Okay, so following our work, we got some interesting results, conclusions. First of all, we believe that the main result is that Northern America is by far the most influential region in the global maize market. Second, our study demonstrates that it's actually very feasible. It could be very feasible to do price forecasting, at least for maize, as when we use machine learning techniques or advanced time series model. That depends on the time we want to forecast. This type of prediction is accessible both in terms of data. We used only publicly available data, and
it's also very accessible because we use only free softwares and packages. Lastly, our study highlights the potential interest of machine learning to predict the global prices of other agricultural commodities, and that is actually our next project. Our next project deals with 8 different crops, and we want to see them if these crops are also influenced mainly by soil regions, and if we can predict the global price based on regional production. So that's it until now. Thank you. Voilà, merci beaucoup Rotem. Donc nous allons passer directement donc à la présentation de Mathilde. Alors Rotem, si tu peux donc départager ton écran, et si tu peux partager le tien. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je pourrai les prendre comme ça à la fin au moment des questions. Mathilde, quand tu veux. Voilà, c'est bon, on voit ton écran, c'est parfait. C'est bon? Okay, ouais, c'est bon. C'est parti. Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui une étude sur la variabilité des rendements des espèces alimentaires de base à l'échelle du sous-continent ouest africain. Il s'agit d'une étude, d'une analyse comparative et descriptive qui rentre dans le cadre de la première partie de ma thèse que j'ai commencée en janvier dernier. Donc, je vais commencer par préciser un petit peu ma thèse. Donc, le sujet, c'est l'équilibre entre offre globale et demande locale de riz en Asie et en Afrique de l'Ouest dans le contexte du changement climatique. C'est une thèse qui est encadrée par Tamara Benari de l'INRAE et par Patrice Dumas du CIRAD. Donc, l'objectif principal de ma thèse, c'est d'étudier si les stratégies d'autosuffisance alimentaire en riz visées par les pays ouest africains suite à la crise alimentaire de 2008, elles sont envisageables ou non, et si oui, par quels moyens. Et cette thèse, elle est séparée en 3 parties qui ont chacun des objectifs distincts. Donc, la première partie, c'est la partie plus d'agronomie globale. C'est celle sur laquelle j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Et l'objectif, c'est de déterminer si les stratégies d'autosuffisance en riz, elles risquent d'induire une augmentation de l'instabilité de la production du fait d'un rendement en riz qui serait moins stable que celui des autres espèces de base cultivées en Afrique de l'Ouest. Ensuite, dans une deuxième partie, qui sera plutôt une partie de modélisation hydroéconomique, l'objectif, ça sera de quantifier les possibilités d'irrigation de riz sous contrainte du changement climatique et de compétition pour la ressource en eau avec d'autres usages, donc l'irrigation d'autres cultures, notamment horticoles, ou des usages domestiques. Et enfin, dans une troisième partie, j'étudierai l'équilibre entre l'offre et la demande locale et la possibilité à l'horizon 2050 de continuer à se fournir sur le marché international, sachant que l'Asie, qui est le principal fournisseur en riz de l'Afrique de l'Ouest actuellement, risque de voir ses rendements baisser du fait du changement climatique et sa demande locale augmenter du fait de la croissance démographique. Donc, je vais maintenant détailler cette étude comparative de la variabilité des rendements des espèces alimentaires de base en Afrique de l'Ouest. Donc, l'objectif, c'est de répondre à la question, est-ce que la production de riz est plus variable que celle des autres cultures de base en Afrique de l'Ouest? Donc, c'est une étude qui est également encadrée par David Makowski. Donc, j'ai choisi de comparer les rendements en riz avec les rendements des 5 espèces de base cultivées en Afrique de l'Ouest, donc déterminées à partir des données annuelles de la FAO-Stat, des données de production entre 2009 et 2018 en pois frais. Donc, il s'agit du manioc, de l'igname, du maïs, du sorgho et du mil. Et donc, c'est avec ces 5 espèces que je vais comparer les rendements du riz. Alors, pour ça, il a fallu collecter des données issues d'enquêtes statistiques. Donc, ce sont les bureaux des statistiques agricoles qui remplissent les données de rendement qui les concernent.
Donc, j'ai trouvé ces données dans les bases de données AgroMaps et FAO CountryStat, donc qui sont collectées au sein du site internet de FAO. Et ces deux bases de données, elles couvrent les cultures qui nous intéressent au niveau administratif 1. Donc, c'est l'équivalent des régions. On trouve dans ces bases de données une série temporelle par région et par culture. Donc, par exemple, ici, je vous ai représenté une série temporelle des rendements en riz observés dans la région ouest du Ghana, donc qui est la petite région en vert que j'ai représentée sur la carte à droite et qui proviennent de la base de données FAO CountryStat. Pour pouvoir avoir plus de séries temporelles, j'ai fusionné les deux bases de données FAO CountryStat et AgroMaps. Et ensuite, il a fallu choisir plusieurs critères afin de sélectionner seulement les séries temporelles qui pouvaient être exploitables pour mesurer la variabilité interannuelle. Donc pour ça, les critères choisis, ça a été d'abord de ne pas avoir, enfin de retirer les données aberrantes. Donc pour ça, on a fixé un plafond de rendement maximum potentiel au niveau mondial et toutes les données qui étaient supérieures à cette valeur, elles étaient supprimées. Ensuite, un autre critère, ça a été de ne pas avoir de trou dans la série temporelle supérieure à 3 années consécutives. Et le dernier critère, ça a été d'avoir au minimum 9 observations dans la série temporelle pour pouvoir mesurer la variabilité interannuelle. Donc ensuite, on a enlevé la tendance de long terme à l'aide d'une régression polynomiale. Ça, c'est dans le but de ne pas prendre en compte l'évolution des rendements liés à des phénomènes de long terme, puisque nous, on s'intéresse seulement à la variabilité interannuelle. Donc, dans tous les calculs qui suivent et les résultats, j'ai utilisé les résidus de rendement normalisés. Donc, ça a été la différence entre les rendements observés à l'année T et les rendements prédits, divisé par les rendements prédits. Et cette normalisation des rendements, ça permet de comparer du coup les espèces qui ont des rendements d'un ordre de grandeur différent. Ensuite, l'indicateur de risque, enfin de variabilité qui a été choisi afin de comparer les variabilités des rendements entre espèces au sein de chaque polygone, chaque région au niveau administratif 1, ça a été les ratios des écarts types des résidus de rendement normalisés du riz sur l'écart type des résidus de rendement normalisés d'une des 5 autres espèces, donc maïs, mil, sorgho, manioc et igname. Et pour chaque ratio, on a mesuré les intervalles de confiance par la méthode de Bootstrap. Donc ici, j'ai représenté la comparaison des rendements du riz avec ceux du mil à l'échelle de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, dans toutes les régions pour lesquelles des données étaient exploitables. Donc, et ils sont classés par ordre croissant. Donc la ligne grise, ça représente un ratio qui est égal à 1, donc c'est un ratio pour lequel la variabilité des rendements en riz est égale à la variabilité des rendements en mil. Et tous les ratios qui se situent en dessous de cette ligne, ce sont des régions dans lesquelles les rendements en riz sont moins variables que les rendements en mil. Donc, comme on peut le voir, les zones dans lesquelles le rendement en riz est significativement moins variable que les rendements en mil, elles sont plutôt minoritaires. C'est celles qui se situent donc à gauche du graphique. Donc, ici, la carte de gauche, c'est la représentation cartographique des résultats que je viens de vous présenter. Donc, les zones en orange, ce sont les zones pour lesquelles on avait un ratio supérieur à 1 et donc des zones dans lesquelles les rendements en mil ils sont moins variables que les rendements en riz. Et inversement, en vert, ce sont les zones dans lesquelles on a des rendements en riz qui sont moins variables que les rendements en mil. Et à droite, c'est le même type de carte, mais pour les rendements, la comparaison des rendements du riz avec les rendements du manioc. Et le même type de carte a été représenté pour chaque couple d'espèces. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'a malheureusement pas eu des données similaires pour chaque région. Il y a des régions où on n'a par exemple pas eu des données sur le manioc. Mais pour ce qui est de la comparaison entre le mil et le riz, on peut voir un certain gradient entre la zone sahélienne pour lesquelles les rendements du mil ont tendance à être moins variables que les rendements du riz par rapport à la zone soudanaise pour laquelle c'est l'inverse. Donc,
Ici, j'ai représenté un récapitulatif des comparaisons de la variabilité des rendements du riz avec la variabilité des rendements des autres espèces. Donc, les zones qui sont en violet, c'est les zones pour lesquelles on a identifié au moins une espèce qui avait des rendements significativement moins variables que celle du riz, donc pour lesquelles la culture a été favorisée. Et au contraire, les zones qui sont en vert, ce sont les zones pour lesquelles on a identifié au moins une fois le riz comme ayant les rendements les moins variables par rapport aux autres espèces. Et on a aussi un certain nombre de zones en gris pour lesquelles on n'avait pas des différences significatives entre les variabilités des rendements. Donc, ça montre qu'on a une certaine hétérogénéité des résultats avec pas une espèce qui va prédominer et être toujours plus stable à l'échelle de l'ensemble du sous-continent africain. Et donc, il y a des facteurs locaux à l'échelle de la région ou à l'échelle nationale qui vont plutôt favoriser la variabilité d'une espèce plutôt que d'une autre. Et qu'on a des rendements en riz qui tendent quand même à être plus variables que ceux des autres espèces alimentaires majeures en Afrique de l'Ouest, sauf peut-être dans les bassins de production importants dans lesquels l'irrigation est possible. Donc, c'est pour ça que la prochaine étape, ce sera justement d'identifier ces facteurs explicatifs de la variabilité des rendements entre espèces et entre régions à l'aide d'un modèle statistique dans lequel les covariables seront la moyenne des rendements ou des variables climatiques locales telles que la température moyenne ou des précipitations pendant la mousson, ou encore des variables qualitatives telles que le système de culture majeure, pour savoir si on a plutôt un système d'irrigation qui prédomine ou pluvial. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Mathilde pour cette présentation. Donc on va maintenant passer à la présentation de Damien. Voilà, donc, sur la diversification des cultures. Voilà, très bien. Je crois que Damien, tu ne peux pas passer complètement ton écran en plein écran, mais je crois qu'on voit, là on voit assez bien. C'est moi qu'on voit. Donc, voilà, c'est bon. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais, c'est bon, on t'entend, c'est parfait. Donc je vais présenter, donc désolé, pas en plein écran, un sujet qui n'a rien à voir et une méthode qui n'a rien à voir, mais tant mieux. Donc je vais présenter des travaux qui ont trait à la synthèse de connaissances, donc synthèse de connaissances issues de la littérature scientifique et issues de la littérature grise. Donc on a appliqué cette méthode à un sujet qui est la diversification des cultures. Donc la diversification des cultures est un sujet qui devient de plus en plus populaire maintenant, aussi bien auprès des scientifiques que des décideurs politiques, mais paradoxalement, il y a encore peu, voire pas de connaissances, de synthèse globale des connaissances, des performances de ces systèmes à l'échelle globale. Donc ça s'explique pour différentes raisons. La première est que la diversification des cultures, donc c'est-à-dire l'introduction d'une diversité ou d'une bio ou agro-biodiversité dans les systèmes de culture, peut présenter différentes formes. Donc on peut par exemple mélanger au sein d'une même parcelle différentes variétés. Dans ces cas-là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, ça va être des mélanges variétaux. Ou si on ne mélange pas des variétés mais des espèces différentes, on va appeler ça dans ce cas-là de l'intercropping. Et si une des espèces cultivées est une ligneuse, donc un arbre, ça va être de l'agroforesterie. Donc ça, c'est la diversification à l'échelle spatiale, au sein d'une parcelle. On peut également imaginer la diversification dans le temps, donc temporelle, et par exemple, on va alterner les cultures, donc ça va être la rotation culturelle, on peut aussi cultiver des espèces qui n'ont pas vocation directement à produire de la biomasse pour l'alimentation humaine ou animale, et c'est par exemple tout ce qui va être des cover crops. Donc on voit qu'on a une diversité de stratégies de diversification qui ont des fonctions et potentiellement des performances différentes sur le système. Donc c'est la première difficulté. Une deuxième difficulté que l'on peut avoir, c'est que la diversification de culture est pratiquée depuis de nombreuses années par les agriculteurs et étudiée depuis de nombreuses années par les scientifiques. Donc ça va être ma carte en bas à droite, il y a de nombreuses études qui existent à travers le monde sur ces différentes stratégies de diversification. Donc, ces études sont réalisées dans les 4 coins du monde avec des contextes pédoclimatiques différents et les études peuvent être de qualité variable. Par exemple, aussi, elles peuvent inclure un plus ou moins grand nombre de comparaisons pour arriver à leur conclusion.
Donc, quand on regarde ça avec un peu plus de recul, on s'aperçoit qu'il y a des études qui aboutissent à des résultats contradictoires. Donc, quand on est scientifique ou décideur politique, la difficulté, c'est de prendre en main l'ensemble de ces résultats qui sont parfois contradictoires et d'arriver à faire une synthèse, d'avoir une vision claire des performances des systèmes. Et ceci va être d'autant plus difficile car on observe une augmentation exponentielle du nombre d'études sur ce sujet. Donc, ce qu'on a essayé de faire, nous, dans cette étude, dans ce travail, c'est de faire une synthèse exhaustive de la littérature scientifique pour répondre aux deux questions suivantes. Donc, quelles sont quantitativement les performances des systèmes de culture diversifiés par rapport aux systèmes de culture moins diversifiés à l'échelle globale? Et ensuite, quels sont les manques de connaissances, quels sont les points sur lesquels on n'a aucune connaissance et qu'il faudra orienter les recherches dans le futur? Donc, pour répondre à ces questions, on a mis en place une méthodologie, et cette méthodologie se base sur une étude systématique de la littérature. Donc, ça va être la première étape. Et une originalité, pour cette recherche de littérature, on a utilisé différentes bases de données, donc par exemple comme Google Scholar, comme Web of Science, comme Ovid et autres. Et une originalité de notre étude, c'est qu'on n'a pas cherché à synthétiser l'ensemble des primary studies, donc des expérimentations individuelles, mais on a cherché à synthétiser l'ensemble des méta-analyses. Autrement dit, on va faire une méta-analyse de méta-analyse, ou autrement appelée une méta-analyse de second ordre. Donc cette recherche de littérature a amené à plus de 850 potentiels papiers à étudier, et on a fait des tris très stricts de ces papiers pour arriver à la fin à conserver uniquement les méta-analyses véritables, qui parlaient de diversification des cultures comme j'ai présenté 2 diapos plus haut, et qui présentaient des quantifications sous forme de ratios. Donc ratio des performances entre systèmes diversifiés et systèmes moins diversifiés. Donc ceci a amené à finir à 83 méta-analyses, et donc on va faire la synthèse de ces 83 méta-analyses. Petite remarque, faire la synthèse de ces 83 méta-analyses revient à faire la synthèse des 5262 expérimentations qui ont été incluses dans ces méta-analyses, et ça représente plus de 48 000 comparaisons 2 à 2 entre systèmes diversifiés et moins diversifiés. Et donc pour arriver à faire cette analyse, on a dû caractériser précisément l'ensemble des méta-analyses. Donc on a extrait l'ensemble des effect size, l'ensemble des informations quantitatives de ces méta-analyses. On a également analysé la qualité intrinsèque des méta-analyses, parce que les méta-analyses, c'est un exercice rigoureux et difficile. Donc certains auteurs respectent plus ou moins les règles conseillées pour faire des méta-analyses. Et on a également extrait l'ensemble des primary studies pour étudier le potentiel redondance des primary studies entre méta-analyses. Par exemple, une étude peut être utilisée dans 2, 3, 4 méta-analyses. Donc il faut prendre ça en compte pour analyser nos résultats quantitativement. Donc je passe directement au premier type de résultat, qui est l'analyse des performances des systèmes diversifiés. Donc ici, en abscisse, nous avons le ratio. Donc le ratio, c'est le ratio des performances des systèmes diversifiés versus systèmes moins diversifiés. Donc si le ratio est égal à 1, ça veut dire que les performances sont similaires entre les deux systèmes. Si le ratio est supérieur à 1, ici, tout ce qui va être ici, ça va être que les performances vont être supérieures dans le système diversifié par rapport au système moins diversifié. Si le ratio est inférieur à 1, les performances sont moins bonnes pour le système diversifié. Les points représentent l'effet moyen calculé, et les barres ici et les shaded area représentent l'incertitude liée aux estimations. Donc en ordonnée, nous avons les différents indicateurs de performance que nous avons utilisés, qui sont des indicateurs liés aux services écosystémiques, tout ce qui est aussi relatif à la biodiversité et aux performances économiques. Entre les parenthèses, nous avons le nombre de méta-analyses qui ont été utilisées pour calculer les effets et le nombre de paires data, donc le nombre de comparaisons 2 à 2 qui ont été utilisées. Donc on peut remarquer que dans la plupart des cas, nos résultats se basent sur une synthèse de plus de 1000 voire 10 000 résultats individuels. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on analyse avec ce graphique? Le premier point qu'on analyse, c'est que la majorité des points se situent à droite du ratio 1, c'est-à-dire que la diversification des cultures améliore les performances des systèmes. Et plus précisément, la diversification des cultures améliore de 84% tout ce qui est la qualité de l'eau, améliore de 64% tout ce qui est gestion des pests and diseases, améliore de 24% tout ce qui est relatif à la biodiversité associée, de 13% la production quantitative et de 11% tout ce qui est qualité du sol. On peut quand même néanmoins noter que les performances sont moins bonnes pour tout ce qui est rentabilité des systèmes et tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, premier élément, la diversification des cultures apporte quand même de nombreux avantages sur les services écosystémiques.
Deuxième grande conclusion de ce type de graphique, on va pouvoir voir, c'est qu'il y a une grande variabilité, donc ici représentée par les shaded areas et les intervalles de confiance, donc il y a une variabilité des performances. Et ceci peut s'expliquer par différentes raisons. La première raison qu'on peut citer, c'est qu'ici, j'ai présenté les performances moyennes sur l'ensemble des types de diversification. Or, comme j'ai présenté plus haut, on a 4, 5, 6 types de diversification différents. Donc en fait, les performances peuvent être différentes entre, par exemple, un système agroforestier, un système de rotation. Donc ça, ces résultats, on les a détaillés précisément dans les articles et j'ai mis référence à la fin. Donc c'est la première source de variabilité. Deuxième source de variabilité possible, c'est aussi que les types de services écosystémiques peuvent être détaillés en sous-types. Par exemple, si je prends la biodiversité associée, on peut parler de biodiversité associée liée aux richesses ou à l'abondance. Par exemple, des taxa liés aux animaux, liés aux fongiques ou liés aux plantes. Et les réponses des différents systèmes diversifiés peuvent être différentes suivant ces différents taxas. Encore une fois, on a détaillé tout ça dans les articles que je présenterai à la fin. Et troisième source de variabilité, c'est que les systèmes diversifiés ici ont lieu dans des conditions pédoclimatiques différentes et avec des niveaux initiaux de diversification différents. Donc ça veut dire ici qu'on aura besoin si on veut appliquer ces diversifications à l'échelle large, à l'échelle et même dans différentes zones locales, on a besoin d'avoir une expertise locale pour pouvoir augmenter, améliorer les performances localement de ces systèmes. Voilà, je passe maintenant globalement sur ces résultats quantitatifs. Donc ça, c'était des résultats quantitatifs obtenus forcément avec les données qu'on a à disposition. Mais il est important de prendre en compte aussi toutes les données que nous n'avons pas à disposition. Donc dans cette matrice, nous avons en abscisse l'ensemble des services écosystémiques que j'ai déjà présentés rapidement tout à l'heure, et en ordonnée les types de diversification des cultures, aussi que j'ai présenté. Donc les cases avec le nombre et la couleur représentent le nombre de méta-analyses qui s'intéressent à chaque combinaison entre ces deux éléments. Donc plus la case est foncée, plus il y a de méta-analyses qui s'intéressent à cela. Donc on voit ici, par exemple, qu'on a beaucoup de méta-analyses qui s'intéressent à tout ce qui est lié à la production, à la qualité du sol, par exemple tout ce qui est stockage du carbone dans le sol, mais par contre beaucoup moins de méta-analyses qui s'intéressent à tous ces éléments-là. Et donc ici, dans ces éléments, il y a des choses potentiellement très intéressantes, très importantes à prendre en compte pour pouvoir appliquer localement les diversifications des cultures. Par exemple, on était surpris de remarquer qu'il y a assez peu de méta-analyses qui analysent la stabilité des systèmes de production diversifiés, notamment vis-à-vis des aléas climatiques ou autres. On a été surpris également de remarquer qu'il y a très peu d'analyses économiques des performances des systèmes diversifiés. Donc ça pourrait être potentiellement très intéressant à prendre à étudier dans le futur pour justement pouvoir développer et améliorer l'argumentaire pour développer ces systèmes sur le terrain. Donc, comme je vous l'ai promis, voici les différentes références dans lesquelles on détaille les différentes, donc la base de données précisément. Ensuite, tout ce qui est connaissances disponibles et connaissances non disponibles sur les systèmes diversifiés. Et ensuite, ici, l'analyse quantitative des performances des systèmes diversifiés. Donc, il y a un préprint, donc les résultats ne sont pas encore définitifs. Et si jamais vous voulez vous amuser, on a aussi fait un petite interface Internet qui permet de regarder l'ensemble des connaissances disponibles à partir de la base de données que nous avons à disposition. Donc, il est à peine à jour, mais on va le mettre à jour bientôt. Donc, voilà pour cette présentation. Je serai ravi de répondre aux différentes questions plus tard. Merci beaucoup, Damien, pour cette présentation. Si éventuellement tu peux mettre le lien vers l'application dans la discussion, comme ça les gens pourront directement avoir l'adresse si c'est possible. Donc on va maintenant passer donc, à un autre sujet, un sujet sur un thème différent, mais qui a également à voir avec l'agronomie globale. Donc, je vais partager mon écran. Donc, il s'agit d'un travail que j'ai réalisé avec David et qui vise donc à répondre à une question donc assez ancienne en économie de l'agriculture, à savoir les meilleures terres sont-elles cultivées en premier? Alors, cette question donc, est issue des théories de la rente qui ont été formulées il y a environ 2 siècles par Ricardo et von Thunen. Le premier insistant sur les questions d'aptitude des terres à l'agriculture, donc plutôt grossièrement la fertilité des terres, et le second insistant sur la question de l'accessibilité des terres au marché. Alors ces théories ont encore beaucoup d'influence aujourd'hui, beaucoup d'analyses à grande ou à petite échelle reprennent ce cadre théorique, et il y a un grand nombre de modèles économiques qui ont beaucoup d'influence dans certaines arènes, notamment l'IPCC, sont dérivés de ces théories, sont explicites ou implicites.
Alors, on trouve des évaluations de ces théories sur les échelles locales. Donc, par exemple, au niveau européen, il y a les travaux de Raja Shakir, l'INRAE, et finalement peu de choses à l'échelle globale. Et puis, on constate aussi que dans certains contextes, on a des éléments qui vont à l'encontre des théories de la rente. Par exemple, à la frontière agricole, donc par exemple dans la zone du Grand Chaco en Argentine, on observe des rentes qui sont positives et même assez importantes, ce qui est contraire au postulat des théories de la rente. Donc l'objectif de ce papier est de tester ces théories au niveau mondial, de produire une analyse au niveau global, ce qui pour l'instant n'a pas encore été tellement fait. Donc le monde est ici divisé en 15 grandes régions. Et donc pour évaluer donc ces théories, on va regarder une de leurs implications, à savoir l'utilisation graduelle des terres en fonction de leur qualité. Et donc, plus précisément, que les meilleures terres sont utilisées en premier. Les meilleures terres, que ce soit en termes d'aptitude ou d'accessibilité, sont utilisées en premier. Alors, pour répondre à cette question, on utilise 3 jeux de données. Le premier jeu de données, donc à gauche, c'est les fractions de culture, donc qui viennent d'une base de données qui s'appelle HIDE, et qui nous donne donc le pourcentage d'aire de culture dans un point de grille. Le point de grille est ici à 0,5 degrés. Le deuxième jeu de données est un jeu de données d'aptitude agricole, qui est donc un indice qui est produit par donc, un papier de Zabel de 2014, qui en fait agrège 10 sous-indices relatifs au climat, à la topographie, donc par exemple la pente, et aux conditions pédologiques, donc le pH, le carbone du sol, etc. Alors, les résultats sont en fait très proches des AEZ, donc des Agroecological Zones, que peut-être vous connaissez mieux. Simplement, le papier de Zabel est plus récent. Et puis donc, on utilise un dernier jeu de données, qui est l'accessibilité au marché de Verboom. Donc, c'est un indice qui est d'accessibilité qui est calculé en fonction du temps de transport aux grandes villes et aux ports. Et donc, pour information, on a aussi testé un indice d'influence qui intègre également la densité démographique et le PIB par tête, et qui donne des résultats très similaires à ce que je vais vous présenter. Donc, à partir de ces données, on a construit des distributions d'aires de culture, donc en anglais de cropland, en fonction donc des qualités de terre réparties sur 4 quartiles qui sont ici présentés, donc Q1 et Q4. Donc, le quartile Q1, c'est le quartile des 25% de terres des moins bonnes qualités. Et Q4, c'est le quartile des 25% de terres de meilleure qualité dans la région. Donc ça, c'est important de le dire, c'est à chaque fois, c'est relativement au potentiel de la région. Alors, les graphiques montrent ici le résultat pour l'aptitude. Donc, on a un autre graphique pour l'accessibilité que je ne présente pas ici. Donc, pour une sélection de 6 régions qu'on a analysées. Et les nuances de couleurs que vous pouvez observer, eh bien, représentent les niveaux d'accessibilité. Ça j'y reviendrai. Alors, pour l'instant, on va s'intéresser aux courbes en rouge, qui sont donc les distributions effectives. Donc, les courbes, donc les bar plots en rouge, somment à 100%. Donc, par exemple, pour les États-Unis, on voit qu'on a 50% des aires de culture sur le quartile 4, le 4e quartile, donc le quartile des terres de meilleure qualité. Et les 50% des autres terres de culture sont sur les autres quartiles de terre. Donc globalement, ce qu'on observe, c'est que les cultures sont préférentiellement réparties sur les meilleures terres, mais il y a de fortes disparités régionales. Donc on voit par exemple aux États-Unis, on a une distribution des terres qui est fortement orientée vers les meilleures terres. En revanche, par exemple en Océanie, donc c'est tout ce qui est l'Asie du Sud-Est, Indonésie, Malaisie par exemple, eh bien là on voit qu'on a une qui est relativement uniforme sur les différents sur les différents quartiles de terre. Il y a pas vraiment, on ne voit pas vraiment de préférence pour la qualité de terre. Alors le dernier point, donc c'est les courbes, donc les barres en bleu, donc qui représentent les distributions théoriques. Donc compte tenu des surfaces totales disponibles, ici on a hors infrastructure qu'on a enlevé, et de la taille des aires de culture, qu'est-ce qui serait théoriquement possible, quelle allocation des terres serait théoriquement possible. Donc on voit par exemple qu'au Brésil, ici, eh bien, on pourrait mettre toutes les aires de culture sur les meilleures terres disponibles, sur le dernier quartier des meilleures terres disponibles. Par contre, en Inde, on voit que ce n'est pas possible, puisque là, en Inde, les aires de culture représentent une grande partie des aires totales de l'Inde, donc ça n'est pas possible d'utiliser
uniquement les meilleures terres. Il faut se déplacer sur le 3e quartile et même jusqu'au 2e quartile de terre. Il n'y a pas suffisamment de terre au total pour qu'on puisse mettre toutes les aires de culture en Inde sur le meilleur quartile de terre. Et donc, vous voyez, en plus, donc à propos des nuances, on voit qu'au Brésil, en plus, on peut mettre donc, toutes les aires de culture, en plus, sur des terres qui sont de bonne accessibilité, puisque là, vous voyez que les nuances d'accessibilité sont assez élevées, sont assez foncées, donc ça veut dire que ce sont les terres qui sont les plus accessibles. Alors, pour aller plus loin dans l'analyse, on a procédé à des régressions quantiles, dont on peut voir le principe sur le graphique de droite. Donc, ce graphique montre des box plots de fractions de culture en fonction de 4 quartiles de qualité de terre, donc c'est le même principe que le slide précédent. Et là, la régression quantile va calculer pour chaque niveau de densité de culture la réponse, donc soit l'aptitude, soit l'accessibilité des marchés. Donc là, ici, par exemple, j'ai représenté de manière illustrative une régression pour le premier quartile des fractions de culture, donc sur la régression sur les zones de culture, on va dire les moins densément cultivées. Et puis, en orange, on voit la régression sur le 3e quartile de la distribution des cultures. Et là, donc, on a fait la distribution, on a fait la régression donc, sur les terres les plus densément cultivées. Donc, on a fait donc, les 2 types de régression, on a fait donc en multivarié et en univarié. Alors, globalement, hein, ça donne à peu près les mêmes valeurs des coefficients. On a simplement fait les régressions en univarié pour pouvoir calculer le fit, donc l'adéquation du modèle pour chaque type de déterminant. Donc, c'est justement ce qu'on voit sur ce slide. Donc, ici, le fit, donc l'adéquation du modèle, est calculé à partir d'une valeur de R1, qui est en fait l'équivalent du R2 pour l'équation, pour la régression quantile. Et donc, sur ce graphique, donc, on voit en abscisse le R1 du modèle avec uniquement l'accessibilité, et en ordonnée, le R1 du modèle avec uniquement l'aptitude des terres. Donc, plus on est en haut à droite, hein, plus l'adéquation le fit sera important pour les 2 types de modèles. Et donc, on a aussi représenté la bissectrice en pointillé. Et donc, si on est au-dessus de la bissectrice, on aura un fit qui sera plus important pour l'aptitude des terres. Donc, c'est ce qu'on a appelé des régions qui sont orientées Ricardo. Et si on est en dessous de la bissectrice, eh bien, on aura un fit plus important pour l'accessibilité, pour le déterminant d'accessibilité. Et donc là, c'est ce qu'on a appelé les régions Von-Tunnel. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a on a un premier groupe de régions avec une forte adéquation, une très bonne adéquation, donc avec notamment l'Amérique du Nord, qui ici, on a vraiment des niveaux d'adéquation qui sont assez importants. Et ce qu'on peut noter, c'est que dans ces régions, ce sont des régions qui répondent généralement plus fortement à l'aptitude des terres. On a ensuite un deuxième groupe de régions avec donc une adéquation modérée, et donc avec notamment l'Inde et l'Europe. Alors ici, l'adéquation est plus équilibrée entre aptitude, suitability et l'accessibilité. Et on constate aussi que la réponse est plus forte, l'adéquation est plus forte sur les terres les moins densément cultivées, contrairement à ce qu'on observe sur les autres régions. C'est ce qu'on observe sur les couleurs des points. Donc quand c'est en bleu, ça veut dire qu'on aura plutôt une meilleure adéquation sur les aires moins densément cultivées. Quand c'est en noir, ça veut dire que l'adéquation est plus forte sur les terres les plus densément cultivées. Et puis donc, on a un dernier groupe de régions avec de faibles adéquations et qui regroupe l'Amérique centrale, l'Afrique subsaharienne et certains pays d'Asie. Alors, en conclusion, donc, d'avoir un résultat que je n'ai pas montré, mais c'est aussi un point important. Donc, l'aptitude des terres et l'accessibilité au marché ont, dans la plupart des cas, un effet positif et significatif sur la fraction de culture. Et donc, c'est ça ce qui va plutôt dans le sens d'une validation des théories de la rente. Donc, le deuxième point, c'est que on a effectivement une variabilité régionale qui est importante, avec dans certaines régions des coefficients significatifs mais faibles. Et donc, c'est ce qu'on retrouve donc dans la mesure du fit du modèle. Alors, le deuxième point est que donc on voit qu'on a des fits qui sont généralement plus importants dans les régions qui ont, on va dire, une plus longue histoire d'agriculture intensive.
par exemple l'Amérique du Nord, hein, où l'agriculture s'est développée très fortement déjà dès le début du 19e siècle, alors que ça s'est développé plus tard au Brésil et en Afrique subsaharienne. Et donc ça, ce constat, donc on a une adéquation des modèles, une adéquation des théories de la rente plus forte dans les régions d'une longue histoire d'agriculture intensive. Ça va un petit peu dans le sens d'un élément de la théorie de la transition forestière de Matter, à savoir une optimisation progressive des usages des terres par un mécanisme d'apprentissage. Donc on voit que les régions où l'agriculture est plus ancienne, il y a pu y avoir cet apprentissage, et aujourd'hui, finalement, les aires de culture sont généralement positionnées sur les meilleures terres, que ce soit en termes d'aptitude ou d'accessibilité au marché. Le troisième point est que donc, le déterminant qui est dominant de l'allocation des cultures diffère entre les régions. Dans certains cas, ça va plutôt être l'aptitude des terres, les qualités agronomiques, pédologiques, topographiques des terres, et dans d'autres cas, ce sera plutôt l'accessibilité au marché. Et donc, ce qu'on a constaté donc, dans ce papier, c'est que c'est le déterminant le plus variable qui aura la plus forte influence sur l'allocation des terres. Ce qui est un peu logique, parce que finalement, on va essayer d'optimiser sur ce qu'il y a finalement de plus variable. Quatrième point, les systèmes de culture les plus denses sont généralement répondent généralement mieux aux qualités de terre que les systèmes de culture qui sont les moins densément cultivés. Donc on va plus chercher les systèmes de culture plus denses sont on va dire, plus fortement localisés sur les meilleures terres, que ce soit en termes d'aptitude ou d'accessibilité. Et donc là, ça signifie qu'effectivement, les théories de la rente vont globalement mieux marcher dans les systèmes d'agriculture intensive que dans les systèmes d'agriculture en mosaïque ou dans la petite agriculture. Voilà, donc enfin, donc, au total, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que donc, ces théories de la rente, il est important donc, de les considérer en fonction d'un contexte régional, et même, on pourrait même aller plus loin qu'un système d'un contexte local. Donc, on n'a pas ici affaire à une grande théorie qui est valable partout, mais je dirais à une théorie de moyen niveau, donc pour reprendre la terminologie de l'article de Meffroy 2019, c'est-à-dire une théorie qui fonctionne dans certains contextes, mais pas dans d'autres. Voilà, alors maintenant, donc j'en ai fini avec cette présentation. Alors je vais maintenant passer on va maintenant passer à la conclusion de David. Voilà, donc David, si tu es toujours avec nous, et si tu veux donc présenter ton... David? Oui, je suis là. Ah ok, très bien, merci. Par contre, comment je fais pour partager? Vous voyez quelque chose là ou pas? Pour l'instant, non. Normalement, c'est la petite flèche en haut à droite. En haut à droite. Juste à côté de quitter. À gauche de quitter. En haut à droite, j'ai pas de flèche. Chez moi, c'est plutôt au milieu, à côté du micro. Ah oui, ça dépend peut-être. Non, il veut pas que je partage. Il veut pas, il dit que c'est c'est trop dangereux de partager mon document avec vous. Ah d'accord. Est-ce que tu peux alors okay, Problème avec Teams. Avec Teams, j'ai toujours plein de problèmes. Ah d'accord. Dans ce cas-là, alors j'ai pas j'ai toutes les présentations, je crois que j'ai pas la tienne. Ok. C'est dommage. Je te l'envoie si tu veux. Alors voilà, si tu peux, je sais pas, voilà, si tu peux, ouais, je te l'envoie. Et puis je te laisse peut-être commencer. Alors pendant ce temps-là, je vois une question. Je vais peut-être répondre à profiter d'une question de Bruno qui me dit que donc cela veut dire qu'au Brésil, une meilleure allocation des terres cultivées sur les bonnes terres serait de déforester plus encore. Ben non, pas forcément. En fait, c'est que en fait, ce qu'il faudrait, c'est répartir les terres cultivées à l'intérieur, et donc ça peut se faire tout à fait à l'intérieur des surfaces agricoles qui existent actuellement. Et donc c'est pas forcément, il n'y aurait pas forcément plus de déforestation, et en réalité ça pourrait même être, disons, un mécanisme qui permettrait de limiter la déforestation. Ce qu'on observe plutôt au Brésil, c'est que l'allocation des cultures en fait est
et on va dire, est pas très, est vraiment sous-optimale, on peut dire. Et ça, c'est un constat d'ailleurs qui est fait, je pense, assez généralement. Et donc, si on arrivait finalement à une allocation des cultures plus optimale, on pourrait tout à fait mieux, on pourrait mieux gérer finalement l'allocation des cultures au Brésil et donc réduire les surfaces agricoles. Alors, je vais maintenant, désolé pour cette petite interruption, mais normalement, je devrais pouvoir vous présenter, voilà, la conclusion de David. C'est bon, je pense que vous devrez la voir. Ouais. Voilà, merci. Vas-y David, c'est à toi. Alors ok, j'y vais. Merci Thierry, donc merci pour l'organisation de ce séminaire. Donc j'ai pas fait une conclusion à chaud, hein, j'ai triché un peu, j'ai regardé les présentations avant. Donc vas-y, passe la diapo s'il te plaît Thierry. Donc je vais essayer de faire ressortir quelques tendances, je crois que j'ai identifié 5 tendances. Donc la première tendance qu'on a bien vue dans l'exposé, notamment dans l'exposé de Mathilde, c'est que dans les travaux en cours et dans les travaux conduits par d'autres équipes internationales, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on regarde autre chose que la moyenne, notamment autre chose que la moyenne des performances des systèmes de production. On s'intéresse de plus en plus à la variabilité, que ce soit la variabilité des rendements entre sites, entre années, pour différentes espèces, afin de voir quelles sont les espèces qui conduisent à des rendements plus stables que d'autres, et également la variabilité des rendements pour comparer différents systèmes de culture, afin de voir si certains systèmes de culture ont des rendements plus stables ou moins stables que d'autres. Par exemple, est-ce que le rendement des systèmes bio est plus stable que le rendement des systèmes intensifs ou est-ce que le système est-ce que les rendements des systèmes avec intercropping ou agroforesterie est plus stable? Donc on voit beaucoup de questions en ce moment autour de la variabilité. Ça, c'est une première tendance qu'on peut noter. Diapo suivante, Thierry. Oui, donc par exemple là, il y a un petit graphique qui montre la variabilité des rendements des légumineuses en Europe et aux États-Unis. En bleu, c'est aux États-Unis, et en rouge, c'est en Europe. On voit que effectivement, il y a des variabilités plus fortes dans certaines régions du monde que dans d'autres pour les légumineuses. Diapo suivante. Ouais, et on a fait la même chose récemment avec plusieurs collègues du CIRAD et de l'INRA pour comparer la variabilité des rendements en système bio et en système conventionnel, notamment pour l'horticulture. Et on voit ce genre de questions de plus en plus souvent. C'était assez anecdotique il y a encore, mettons, 4-5 ans et c'est devenu beaucoup plus fréquent. Diapo suivante. Alors une autre grosse tendance, c'est que finalement on utilise des données de plus en plus diversifiées. On a vu des choses assez diverses déjà dans les exposés de ce séminaire. On a vu des statistiques agricoles officielles, des données expérimentales, notamment dans l'exposé de Damien, des indicateurs dans l'exposé de Thierry, des données issues de prix de matières premières agricoles dans l'exposé de Rotem. Diapo suivante. Ce qu'on n'a pas trop vu, mais qu'on voit de plus en plus dans la littérature et dans différents travaux, c'est l'utilisation d'avis d'experts, seul ou en combinaison avec d'autres types de données, la synthèse de simulations de modèles de processus, plus ou moins mécanistes. Il faut savoir qu'on a de plus en plus de modèles de processus qui sont utilisés par plein d'équipes, ce qui génère des montagnes de données simulées qui est parfois difficile de trier. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est finalement des études qui se focalisent sur l'analyse statistique des simulations de modèles. Ce qu'on n'a pas encore vu beaucoup pour l'instant, mais qui émerge, c'est tout ce qui est données textuelles. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va beaucoup se développer dans les prochaines années. Diapo suivante, Thierry. Voilà, ça c'est un exemple de quelque chose qui a été fait récemment, là, que j'ai fait notamment pendant le confinement. Donc là, vous avez en ordonnée les prix du riz taille en dollars par tonne, c'est la courbe bleue, et puis en rouge, vous avez le pourcentage de tweets de la FAO qui parle du Covid, qui évoque le Covid, et vous voyez qu'il y a une relation très forte entre les deux. Alors on peut imaginer évidemment que c'est une fake correlation, comme on en voit souvent, mais en fait quand vous regardez les interprétations des analystes des marchés du retail, vous voyez effectivement qu'il y a eu un impact du Covid sur les prix du riz, mais qui n'a pas duré très longtemps. On a eu le pic du mois d'avril, et puis après c'est retombé. Diapo suivante. Alors, une autre grosse tendance, c'est l'arrivée en force du machine learning. Ça, c'est quelque chose qui devient incontournable.
en plus des modèles de processus, en plus des modèles statistiques classiques, on voit de plus en plus de méthodes machine learning. Alors, il y a des modes, il y a des tendances, mais ce qu'on voit beaucoup maintenant en ce moment, c'est le random forest et le gradient boosting qui sont très largement utilisés dans différents types d'applications. Ici, c'est une étude qui a été faite pour prédire l'occurrence de maladies du milieu de la vigne. Diapo suivante, Thierry. Et puis voilà. Et une autre grosse tendance qu'on voit, c'est finalement un partenariat public-privé de plus en plus fort, avec des différents partenaires qui financent ce genre d'activité. Ça peut être la Commission européenne, qui s'intéresse de plus en plus aux méta-analyses, comme celle qu'a présentée Damien, pour prendre des décisions. La Commission européenne est de plus en plus prête à prendre des décisions sur la base de méta-analyses. On voit aussi des entreprises qui cherchent justement à développer des outils prédictifs, notamment de rendement, mais aussi de surface cultivée. Ce sont des entreprises qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans le commerce de matières premières agricoles. Et des choses plus classiques, associations professionnelles ou coopératives agricoles qui embauchent de plus en plus de data scientists pour synthétiser des données à grande échelle. Ce qu'on voit aussi, c'est finalement les universités du Sud qui s'emparent de plus en plus de ces sujets. Il y a de plus en plus de chercheurs dans des universités africaines notamment qui s'impliquent dans ce genre d'activité. Alors, en termes de production, ces thèmes de recherche autour de l'agronomie globale génèrent et ont généré dans le passé déjà, et je pense généreront encore beaucoup dans le futur, beaucoup d'intérêt qui se concrétisent par des formations, de l'expertise, des bases de données qu'on publie et qu'on met à disposition sur des dépôts scientifiques publics, et puis des analyses prospectives. Diapo suivante. Alors en termes de formation, les formations data science, les formations en méta-analyse qui fleurissent un peu partout. Diapo suivante. En termes, alors il y a aussi de la production de logiciels. On a notamment développé, dans notre cas, un logiciel d'élicitation probabiliste d'experts qu'on a mobilisé dans différents projets en collaboration avec le CIRAD, par exemple avec Éric Malézieux, mais aussi avec d'autres collègues. Diapo suivante. Et ce genre de logiciel peut être utilisé pour justement intégrer finalement les avis d'experts dans nos travaux de synthèse de connaissances, les rendre quantitatifs et les utiliser finalement au même titre que des données d'observation et d'enquête. Diapo suivante. Donc faut pas oublier l'intérêt de ces travaux pour tout ce qui est prospectif. Donc par exemple récemment, on a été impliqué dans une prospective sur le futur de l'agriculture européenne en 2050, qui a été financée justement en grande partie par une association et qui mobilise à la fois des données simulées, des données expérimentales, différentes techniques de synthèse de connaissances. Diapo suivante. Autre exemple de base de données, c'est les données que vous a présentées Damien. Donc là, c'est des données expérimentales qui permettent en fait de comparer un grand nombre de systèmes de culture, comme vous a montré Damien, dans différentes régions du monde. Diapo suivante. Voilà, alors un autre point à mon avis quand même, qui est un peu rigolo, mais que je souhaite souligner, c'est que finalement ce domaine de recherche, il coûte pas très cher, une fois qu'on a bien sûr la main d'œuvre, mais dans nos instituts finalement on a quand même une main d'œuvre assez riche, et donc ça coûte pas très cher ni en expérimentation, puisque on synthétise finalement des données déjà existantes, on recycle en quelque sorte ce qui existe, et finalement ça rapporte pas mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à financer ce genre de travaux pour répondre à des questions très opérationnelles, que ce soit, comme je l'ai évoqué, du public ou du privé. Et en fait, on peut lister différents types de produits, des bases de données sur des sujets stratégiques. Nous, en tout cas, moi et mes collègues, on les met souvent librement à disposition, donc on peut dire finalement ça rapporte pas grand-chose, mais en fait c'est faux, je pense, parce que le fait de mettre à disposition les données nous permet justement de nous positionner sur des thèmes de recherche stratégique et nous permet de mettre un pied dans des projets de recherche internationaux, notamment dans les projets européens qui sont très friands de bases de données publiques. Alors l'autre type de produit, c'est le développement et le test de modèles statistiques et d'algorithmes qui intéressent un grand nombre de partenaires, des analyses de tendances et d'événements extrêmes,
qu'on a développé, notamment dans le projet Silin. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais ça intéresse beaucoup de partenaires également. Des outils prédictifs et puis, comme je l'ai dit, des formations. Je pense que le rôle en fait de la formation dans ces activités est très important et on a réussi à organiser un assez grand nombre de formations ces dernières années dans le cadre de nos projets autour de l'agronomie globale. Et je crois que j'ai terminé. Ah voilà, là c'est juste les 5 tendances que j'ai essayé d'identifier à travers les exposés qu'on vient de voir et à travers les projets récents qu'on a conduits en partenariat avec différents collègues de l'INRA et du CIRAD. Merci. Merci David. Voilà, écoutez, je pense qu'on peut maintenant, on a quelques minutes pour passer aux questions. Alors, si pour poser des questions, vous pouvez soit poser des questions directement dans le chat si elles ne sont pas trop longues pour que je puisse les lire, et sinon, je vous propose de lever la main pour poser des questions. Alors, je vais voir si éventuellement il y a déjà des mains levées. Donc l'outil main levée, alors il est normalement en haut, je pense. Je suis sur Teams, que c'est différent pour ceux qui sont sur leur navigateur. Voilà, alors je vais regarder dans la discussion. Il y a une question de Rémi. Oui, alors. Donc Rémi dit, effectivement, dans la qualité des terres, il y a le carbone du sol, et donc effectivement, ça voudrait dire que effectivement, ça pourrait créer un biais là-dessus, puisque les terres, enfin, à partir du moment où on a été déforesté, eh bien, ça pourrait avoir un impact sur le carbone du sol. Alors ça, c'est pas, donc l'indicateur en fait est corrigé en fait de cet effet-là. Donc a priori, il n'y a pas cet effet-là hein, dans l'indicateur. Normalement, il n'y a pas ce genre de problème sur l'indicateur qui ne doit pas, voilà, qui est cohérent en fonction de la couverture des terres. Alors, il y a une question de Sylvain, qui est un petit peu longue. Alors, je vais mettre un petit peu de temps à la lire. Je ne sais pas, Sylvain, si éventuellement, je ne sais pas si Sylvain est encore là. Ah, je vois une main. Alors. Oui, je peux y répondre. Ouais, si tu peux, ouais, vas-y, Sylvain. Non, mais cette histoire de diversification, c'est fort intéressant dans le cadre de la transition agroécologique, déjà. Ensuite, dans l'exposé qui est fait, on voit bien qu'il y a plusieurs échelles dans lesquelles la diversification peut intervenir, l'échelle d'un territoire, avec par exemple le cas des agroforêts, l'échelle de l'exploitation agricole, avec l'introduction de nouvelles spéculations, de nouveaux ateliers dans l'exploitation, et troisièmement, à l'échelle de la parcelle ou du système de culture, où l'agriculteur peut expérimenter des rotations, des associations, etc. Or, ces 3 échelles, bon, elles apparaissent en filigrane, mais je n'ai pas vu dans la présentation, et c'est fort intéressant, mais une structuration selon cette grille, parce qu'en termes de décision et d'accompagnement de la diversification comme levier de transition agroécologique, c'est avec ces leviers qui sont différents en termes juridictionnels, en termes décisionnels, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui décident sur ces 3 niveaux. On voit bien que sur le territoire, c'est plutôt l'État, les autorités locales, éventuellement des organisations locales qui vont être planificateurs, qui vont essayer de voir comment introduire la diversification. À l'échelle de l'exploitation agricole, c'est des équilibres entre main-d'œuvre disponible, entre investissement souvent un peu à long terme, parce qu'on ne décide pas comme ça d'introduire des nouveaux ateliers dans une exploitation. Et troisièmement, à la parcelle sur le système de culture, c'est beaucoup plus à court terme. L'agriculteur peut expérimenter, tenter des choses, associer des cultures, tenter des nouvelles spéculations. Et donc, il y a des leviers très différents en termes de comment on accompagne politiquement, institutionnellement, cette diversification. Donc évidemment, on est un peu là sur un pas de côté par rapport au cœur de ce webinaire, mais ma question était à l'auteur, dont j'ai beaucoup apprécié la présentation, de voir s'il était possible, et en fait la réponse pourra peut-être être beaucoup plus courte que ma question, mais s'il est possible de regarder les données qu'il a et les expérimentations sur lesquelles il s'est basé, en prenant en compte cette grille de 3 grands niveaux, hein, il y en a sans doute d'autres, mais territoire, exploitation agricole, système de culture, parce que ce ne sont pas les mêmes centres de décision, ce n'est pas les mêmes leviers qu'il y aura pour inciter à diversifier si le cas échéant on veut diversifier. Et voilà, c'était un petit peu en résumé ma question. Merci. Damien, si tu veux répondre.
Oui, je veux répondre. Donc, merci pour la question. Effectivement, c'est intéressant et c'est les réflexions qu'on a en ce moment. Donc, effectivement, la diversification, on a majoritairement ici focalisé à l'échelle de la parcelle. On a aussi, je ne vais pas présenter tout du tout, mais on a aussi des données de méta-analyse ou autres à l'échelle du paysage, qui sont un peu plus difficiles à analyser, mais ça, c'est notre problème à nous, on va dire. Et effectivement, et donc, en fait, la réflexion qu'on a en ce moment, c'est comment faire. Déjà, il y a deux étapes dans la réflexion. C'est quel est l'état des connaissances aux différentes échelles. Parce que les différentes disciplines, agronomie, économie et gestion, n'ont pas les mêmes méthodes, n'ont pas les mêmes façons d'approcher quand il s'agit d'étudier à l'échelle de la parcelle, à l'échelle du paysage ou autre. Donc déjà, on est en train de réfléchir ici pour faire un état des lieux précis sur comment est-ce que finalement ces différentes personnes communiquent ou communiquent pas justement entre elles, et quels sont l'état des connaissances à ces différentes échelles, comment les disciplines interagissent ou pas dans ces domaines. Ensuite, là, ça c'est pour faire un état précis des connaissances. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ensuite, il y a l'étape qui est un peu plus avancée finalement, c'est comment mettre en application, comment rendre ça opérationnel sur le terrain. Et donc effectivement, là c'est tout ce qui est gestion et discussion avec les acteurs. Donc ici, là moi je maîtrise moins de par mon cursus et ma formation, mais c'est une étape tout à fait aussi intéressante à étudier et je pense qu'il faudra y aller à un moment donné à un autre pour que nos résultats soient vraiment concrètement applicables sur le terrain. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ok, merci. Alors je vois que Rémi, tu as levé la main aussi. Rémi, si tu veux... Oui, ouais. Oui, vous m'entendez? Oui. Très bien. Merci beaucoup à toutes les présentations. C'était très intéressant, vraiment. Donc, par rapport à ces questions d'échelle, moi aussi, je voulais m'engouffrer un peu là-dedans, parce que c'est un peu mon dada du moment. Deux questions. Une par rapport à est-ce que vous connaissez des méthodes qui permettent dans vos analyses de réfléchir au fait que vous êtes à l'échelle pertinente. Par exemple, la méta-analyse de Damien, est-ce que tu as des méthodes qui permettraient, par exemple, de faire du clustering entre études pour savoir finalement à quelle échelle la différence entre système diversifié et système conventionnel est la plus grande, et donc ça permettrait, ce serait une manière de savoir que c'est finalement en se concentrant sur cette échelle que c'est intéressant. Donc voilà, donc sur ces questions-là. Et puis l'autre aspect, c'est sur la question de la résolution des données. Donc en agronomie globale, on a des données de qualité diverses. Et du coup, un des enjeux, là par exemple dans l'étude de Thierry, je voyais, tu utilisais des cartes à 0,5 degrés, donc ça fait 50 km sur 50 km à l'équateur. Quelle est la pertinence de ce genre de carte pour regarder l'accessibilité dans des régions comme l'Afrique où le moyen de transport, enfin 50 km pour regarder la distance au marché, ça me paraît beaucoup. En France, peut-être moins, mais finalement, en fait, les densités corrigées par des sortes de densités de population, est-ce que, enfin bref, voilà, je ne sais pas si tu avais réfléchi à ça. Ouais, je peux peut-être répondre à ça. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on a pris l'échelle de 0,5 degrés. Bon, pour plusieurs raisons. Il y avait déjà une raison, disons, un peu technique, c'est-à-dire que on est à l'échelle globale, on avait en fait déjà des grosses matrices et on a dû faire des calculs pour calculer l'autocorrélation spatiale, ce qui implique des matrices de voisinage, etc. Donc ça fait, en fait, on est vite sur des données assez énormes. Donc à 50 degrés, on était déjà, enfin moi j'étais déjà à la limite de mes capacités de calcul, et en fait, si on était descendu à 5 minutes, là, on aurait dû passer sur des calculateurs, ce qui était un peu problématique. Donc ça, c'était le premier point. Et c'est vrai qu'il y avait un autre point aussi, c'est que cette résolution-là, c'est une résolution classique des modèles, des analyses économiques qui sont menées à l'échelle globale. Et les modèles globaux fonctionnent, les modèles économiques globaux fonctionnent beaucoup à 5 minutes par 5 minutes. Mais donc, pour l'accessibilité, on a justement, donc c'est vrai je suis tout à fait d'accord que pour certaines régions, ça peut être moins pertinent si on a une grande échelle, mais on a comparé effectivement nos résultats avec un indice d'influence qui prend en compte la densité démographique et donc qui corrige un petit peu cet effet-là. Et donc là où c'était rassurant, c'est qu'on obtenait quand même les mêmes résultats. Il
faut dire qu'à nos indicateurs à 30 minutes, en fait, sont des moyennes d'indicateurs qui sont calculés à plus faible résolution. Donc, en fait, au final, on retrouve un petit peu les résultats. Alors après, sur le changement d'échelle, là, je vais peut-être laisser d'autres personnes. Je ne sais pas si Damien, tu veux éventuellement répondre. Je ne sais pas si Damien ou peut-être David. Je ne sais pas qui veut répondre sur la première partie de question de Rémi. Ouais, Damien. Je peux commencer, David, de continuer. En fait, effectivement, là, c'est là qu'on est, je pense, à la limite aux frontières des connaissances, c'est qu'on a assez peu encore d'interaction entre différentes échelles. Pour répondre concrètement à la question, entre l'échelle paysage et l'échelle parcelle, il existe quand même de plus en plus maintenant, on commence à voir ça à part des études, qui analysent justement, qui comparent justement l'effet relatif de la diversification à l'échelle de paysage et intraparcellaire. Donc là, il existe quelques études, elles ne sont pas nombreuses, donc je n'ai pas eu le temps de toutes les analyser et les synthétiser, mais on peut justement avoir un effet relatif des deux. Premier point, et je vais m'arrêter là-dessus, et je vais répondre aussi à la question de Christian Baron dans le chat, je retraduis en même temps, qui dit qu'on a analysé ici les performances aux échelles globales, et la variabilité peut aussi être liée au fait qu'on peut focaliser sur certaines régions ou certains systèmes. Donc en fait, dans notre base de données, on a récupéré l'ensemble des effect size, donc l'ensemble des quantifications par sous-scénario. Autrement dit, si une méta-analyse présentait les détails par pays ou par région ou par type de sol, on a ces informations-là. Donc effectivement, on peut aller creuser, s'amuser dans la base de données pour savoir si les performances sont plus ou moins valables, enfin fortes, dans une région ou une autre. Après, ça pose des questions méthodo, il faut être bien sûr d'analyser correctement les données. Donc c'est un peu plus compliqué de ce côté-là, donc c'est un peu un challenge, mais on peut théoriquement le faire. Voilà, je me laisse la parole à David s'il veut compléter. Oui, peut-être juste deux choses. Déjà, on peut très bien mettre une variable échelle en covariable explicative dans un modèle statistique de méta-analyse. Donc, si on a des données à différentes échelles, rien ne nous empêche de le prendre en compte de manière très explicite et de voir s'il y a un effet échelle sur les performances de tel ou tel système de culture ou autre. Donc, techniquement, je ne vois pas trop de problème. Le problème est plus la disponibilité des données. Ce qu'on voit essentiellement pour les approches de type méta-analyse, c'est des données à l'échelle parcellaire, mais on voit aussi quand même pas mal en fait de données à l'échelle exploitation agricole pour les données de type biodiversité. Souvent en écologie, en fait, ils vont mesurer la présence-absence de telle ou telle espèce ou l'abondance de telle ou telle espèce, pas à l'échelle d'une parcelle, mais à l'échelle d'une exploitation agricole. Ce qui manque, je pense, beaucoup dans la littérature autour de la méta-analyse, c'est les calculs économiques, les méta-analyses économiques qui devraient être réalisées notamment à l'échelle de l'exploitation agricole. Ça, c'est un gros trou de connaissances. D'ailleurs, ça a été un peu surprenant quand on a fait la revue Biblio avec Damien. On a trouvé beaucoup de méta-analyses sur plein de choses, mais très très peu sur les performances économiques de tel ou tel système de culture. Donc ça, à mon avis, ça pose pas mal de questions. Je pense que c'est un trou de connaissances, à mon avis, qu'il faudrait essayer de combler dans notre communauté scientifique. Ok, merci. Alors, je vois une question donc de Louise Leroux dans le chat. Une question pour Mathilde. Alors, c'est une question, je pense, assez intéressante. Moi, j'étais dans le comité de thèse de Mathilde et c'est une question qui a été posée aussi. Alors, je vais la poser à Mathilde. Alors, je ne sais pas, peut-être après, si d'autres personnes vont éventuellement commenter. C'est une question un peu complexe, qui est simple mais un peu complexe. Donc, on sait que les données, donc je lis la question, on sait que les données FAO sont assez discutables en termes de qualité. Comment est-ce que ces certitudes ont été prises en compte dans les analyses? Voilà, donc c'est vrai, comme je disais, c'est une question qui a été posée au moment du comité de Mathilde. C'est pas évident de répondre effectivement à cette question sur la qualité des données. C'est vrai que c'est toujours un point un petit peu délicat. Mathilde, est-ce que tu as éventuellement un petit commentaire à faire? Oui, déjà pour ce qui est du manque de qualité, enfin les données dont le manque de qualité était apparent, je pense qu'on en a enlevé une petite partie avec les critères de sélection des séries temporelles. Là, je les ai pas tous décrits, mais on a aussi enlevé les données dont la précision n'était pas assez élevée, les doublons. Donc ça, je pense que ça en a enlevé un petit peu. Après, pour ce qui est de la fiabilité,
Effectivement, on ne l'a pas pris en compte pour le moment. Après, pour la partie qui sera sur l'identification des facteurs explicatifs de la variabilité, une des pistes, ça serait de mettre dans les variables qualitatives une note sur la qualité des données issues de chaque base de données et pour chaque série temporelle, c'est possible. Il y a Damien qui nous avait donné une piste pour ça, c'était Tillman et Renard, je crois, qui avaient fait un papier où ils pondéraient les données selon un indicateur de fiabilité. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, bah écoute, ça me paraît... je sais pas, voilà, si après il y a peut-être David, peut-être Tamara qui veulent compléter. C'est vrai qu'on en a beaucoup discuté, hein, cette question de qualité des données. Je trouve que c'est vrai que c'est une question intéressante. Et je pense que ça peut être justement peut-être l'un des freins à la question d'agronomie globale, notamment dans un institut comme le CIRAD, où c'est vrai qu'il y a une culture de récolte de données sur le terrain, et du coup, c'est vrai que les grandes données de FAO, on peut avoir des doutes là-dessus. Mais effectivement, comme le dit Mathilde, bah, maintenant, on peut commencer à développer des méthodes pour un petit peu fiabiliser les données là-dessus, et donc essayer de surmonter cette question. Voilà, donc il y a Tamara qui dit en effet c'est une question récurrente. Voilà, mais effectivement avec rarement des pistes de solutions. Il existe des vérifications a posteriori, mais rien de systématique. Voilà, alors je vais regarder s'il y a d'autres éventuellement mains levées. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a encore une question. Moi, j'ai peut-être une question sur les questions de diversification des cultures. Je sais que d'un point de vue logistique, en fait, les logisticiens, quand on discute avec eux, généralement, ce qu'ils veulent, c'est des quantités, et si possible des quantités importantes parce qu'ils ont des gros coûts fixes, et des quantités qui arrivent à une date précise, parce qu'ils ont aussi, enfin, voilà, ils ont tout un tas de contraintes logistiques. Et donc j'ai vu dans les données, si je ne me trompe pas, que en termes de profitabilité, c'était la diversification des cultures réduisait fait plutôt un impact négatif sur la profitabilité. Je me demande si aussi il n'y a pas une question derrière de frein logistique qui fait qu'en fait, on a du mal à diversifier les cultures parce que derrière, c'est un casse-tête logistique en termes de coûts fixes, en termes finalement de production qui arrive en quantité donnée à une date donnée. Voilà. Alors, je ne sais pas si éventuellement vous avez, Damien ou David, si vous avez une oui, d'une manière générale, moi j'ai déjà discuté avec mes collègues néerlandais, j'ai des collègues néerlandais qui travaillent depuis 20 ans sur l'intercropping. Donc ils ont pondu des tonnes d'articles disant l'intercropping c'est super bien, ça marche vachement bien, à la fois sur le rendement et sur l'environnement. Donc en principe ça devrait être win-win. Mais alors je leur dis, mais pourquoi personne n'utilise ça en Europe, ou très peu de gens, ou il y a quelques-uns qui utilisent, mais très peu. Et puis en fait, à l'échelle mondiale, c'est plutôt quelque chose qui est plutôt en diminution. Par exemple, en Chine, ils utilisaient beaucoup d'intercropping, ils en utilisent de moins en moins. Et en fait, ils disent, globalement, ça complexifie finalement le travail des agriculteurs, mais aussi le travail de toute la chaîne de collecte, de stockage et de transformation. Quand tu mélanges des espèces ensemble, après, il faut savoir quoi en faire, quoi. Et en général, ce qu'on essaie de faire, c'est de retourner aux espèces individuelles. Donc, ça implique du tri, ça implique effectivement des complications au niveau récolte, au niveau du tri, au niveau du stockage. Et je trouve que c'est un bon exemple qui peut expliquer pourquoi l'intercropping n'a pas autant de succès qu'on pourrait le penser, malgré finalement des bonnes performances apparentes. Ok, merci. Alors, je vois encore une main levée. Il y a Rémi. Alors, je ne sais pas si Rémi, c'est une main que tu as laissé lever ou que tu veux faire. Rémi, si tu as une question, tu peux y aller. Non, c'est une erreur de ma part. Ok, autant pour moi. Voilà, sinon, il est peut-être il est 17h30, donc je crois qu'on va peut-être clore, je suis en train de regarder, voir je vois qu'il y a un commentaire de François, mais je pense que c'est plutôt un commentaire, hein, je ne crois pas que ce soit plutôt une question.
Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. Comme je vous disais, on aurait vraiment préféré le faire en présentiel et puis avoir un petit pot derrière, ça aurait été plus sympa. Ça, c'est le problème voilà, ces conditions, c'est que c'est un petit peu moins sympa. Mais je crois que c'était quand même intéressant. Il y a eu des sujets intéressants qui ont été levés. Et écoutez, merci en tout cas à tous pour votre présence.